Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans l'une des périodes les plus fascinantes et aussi les plus paradoxales de la carrière de Prince. On parle bien sûr de l'ère Parade. On est entre 1985 et 86. Prince est au sommet du monde. Et c'est là qu'il se lance dans un projet complètement fou. Un projet qui va à la fois le consacrer, mais aussi détruire son groupe mythique, The Revolution. C'est l'histoire d'un triomphe et d'une implosion. Tout est dit dans cette phrase de Wendy Melvoin, la guitariste de The Revolution. Parade, ce n'est pas Purple Rain 2. Surtout pas. C'est une rupture totale, une affirmation. Un son unique, incroyablement sophistiqué, audacieux. C'est l'histoire d'un génie au sommet de son art qui, plutôt que de se répéter, a choisi de tout risquer. Alors, notre histoire va se dérouler en 5 actes. On va commencer par la jeunesse de l'album, cette nouvelle direction musicale. Ensuite, on plongera dans l'aventure du cinéma avec Under the Cherry Moon. On verra comment le succès a fait monter la pression et les tensions. Puis, on assistera à la tournée finale de The Revolution. Et pour finir, on essaiera de comprendre un peu mieux les différentes facettes de l'homme Prince à cette époque charnière. Il faut se remettre dans le contexte. On sort tout juste du raz-de-marée planétaire de Purple Rain. Logiquement, la chose la plus simple à faire, ça aurait été quoi? De capitaliser là-dessus, de refaire un Purple Rain 2. Mais on parle de Prince. Et pour lui, se répéter, c'était une forme de mort artistique. Il fallait tout changer. Il était déjà complètement ailleurs, à la recherche d'un son radicalement nouveau. Et il a embarqué The Revolution avec lui dans ce véritable tourbillon de créativité. L'ambiance en studio, elle était électrique. C'est Brandmark, le bassiste, qui raconte. Imaginez la scène. Le groupe improvise pendant des heures, et au milieu, Prince, qui ne dirige pas vraiment. Non, il capte l'instant. Il court partout, il sent quand la magie opère, il crie de tout enregistrer. C'était un chef d'orchestre frénétique qui chassait les moments de grâce. Et c'est là que le génie de Prince éclate au grand jour. Il prenait ses improvisations brutes, ses jams, il partait avec les bandes sous le bras, et le lendemain matin, il revenait avec un morceau fini, produit, mixé, impeccable. Une vitesse d'exécution qui laissait tout le monde sur place. Brandmark disait lui-même « Waouh mec, mais est-ce que tu dors ?» Et musicalement, Parade est à des années-lumière de tout ce qu'il avait fait avant. Il fuit le son rock des stades américains qu'il vient à peine de conquérir. Il veut de la subtilité, une élégance presque européenne, cinématographique. On entend pour la première fois des arrangements orchestraux très complexes, signés Claire Fischer, des harmonies jazz et un funk beaucoup plus minimaliste, presque squelettique. C'était le son d'un artiste qui composait la bande-son d'un film qui, à ce moment-là, n'existait même pas encore. Parce que oui, l'ambition de Prince, elle ne s'arrêtait pas à un simple album. Il voulait un film. Et pas juste faire la musique, non, il voulait le réaliser lui-même. Ce projet, c'était Under the Cherry Moon. L'ambition artistique était juste immense. Pensez-y, un film en noir et blanc pour évoquer le glamour de la vieille Europe, tourné sur la Côte d'Azur. Sur le papier, c'était d'une élégance folle. Prince voulait créer un univers visuel qui soit aussi unique, aussi singulier que sa musique. Mais le rêve va complètement se fracasser contre le mur de la réalité. Et cette image, racontée par sa fiancée de l'époque, Susannah Melvoin, elle est terrible. Pendant que le monde entier attendait son prochain coup de génie, en privé, Prince était à terre, littéralement, en plein désespoir. Il avait compris que son grand rêve de cinéma était en train de virer au fiasco. Toute cette période, en fait, elle est marquée par une dualité permanente. D'un côté, le film qui prend l'eau, de l'autre, la musique qui, elle, cartonne. Et c'est ce décalage, cette pression entre l'échec critique du film et le triomphe commercial de la bande-son qui va créer un climat de tension absolument extrême. Et le symbole absolu de ce succès, c'est évidemment Kiss. Un tube planétaire, un classique instantané, ce morceau ultra minimaliste avec juste cette rythmique sèche et ce falsetto inoubliable, c'est devenu l'un des titres les plus emblématiques de toute sa carrière, sans discussion. L'histoire derrière Kiss est d'ailleurs assez folle et très révélatrice. À la base, c'est juste une petite démo acoustique qu'il donne à un autre groupe, Maserati. Quand il entend ce qu'ils en ont fait, il récupère la bande, efface leur voix, rajoute la sienne, une guitare, et voilà, il la transforme en tube planétaire. Un acte de pur génie instinctif, presque un piratage créatif. Et ce coup de génie avec Kiss, ça en dit long sur son contrôle absolu sur sa musique. Le problème, c'est que ce besoin de tout maîtriser, il va commencer à déborder du studio. Et ça va littéralement empoisonner ses relations. Le succès, le pouvoir, ça semblait vraiment changer Prince. C'est Wendy Melvoin qui le décrit le mieux. Elle parle d'un homme qui devient de plus en plus autoritaire, capricieux, la belle alchimie, la famille qu'il formait, tout ça commençait doucement à se fissurer. On en arrive maintenant à la tournée Parade. Et cette tournée, c'est le chant du cygne. C'est le dernier chapitre à la fois brillant et spectaculaire pour le groupe le plus célèbre de Prince. Alors, la tournée a été assez courte finalement, mais elle a été légendaire. Des concerts d'une intensité folle où le groupe était vraiment à son sommet musical. Le truc, c'est que chaque date les rapprochait inexorablement de la fin. Une fin qui aura lieu très loin de chez eux, au Japon.
Cette phrase de Wendy, à propos du tout dernier concert, elle est vraiment poignante. Sur scène, la musique était toujours incroyable, l'alchimie fonctionnait. Mais la connexion humaine, elle, n'était plus là. Le groupe sentait que Prince était déjà parti, qu'il ne les regardait plus. La fin était là, palpable, en plein milieu du concert. Et ça ne manque pas. Peu de temps après leur retour, la nouvelle tombe. C'est sec, c'est brutal. Prince dissout The Revolution. C'est la fin d'une ère. Pour énormément de fans, c'est même la fin de la période la plus créative et la plus collaborative de toute sa carrière. Du coup, la question se pose, qui était vraiment Prince pendant cette période, sous cette pression extrême au milieu de tous ces changements? Eh bien, les témoignages de ceux qui l'ont côtoyé à ce moment-là dessinent un portrait vraiment complexe, souvent contradictoire. Pour les autres stars comme Elton John, Prince était une sorte d'extraterrestre. Une superstar magnétique, charismatique, mais qui semblait venir d'une autre planète. Une force de la nature sur scène qui avait un contrôle total sur son art, sur son public. On le mettait dans la lignée des plus grands, comme James Brown. Mais pour les gens qui travaillaient avec lui tous les jours, l'expérience était bien différente. Son ingénieur du son, Peggy Leonard, parle d'un homme imprévisible, parfois méchant. Le génie était fascinant, bien sûr, mais l'homme pouvait être intimidant, voire effrayant. On ne savait jamais quel Prince on allait avoir en face de soi. Et c'est peut-être Susan Rogers, une autre de ses ingénieurs de confiance, qui nous donne la clé. Sa théorie, c'est que le vrai Prince, le plus authentique, n'était ni la superstar sur scène, ni le patron exigeant. Le vrai Prince, c'était celui qui existait seul, en studio, libéré de tous les personnages, entièrement dévoué à la musique. C'est là, et seulement là, qu'il était vraiment lui-même. En fin de compte, l'ère parade incarne parfaitement le paradoxe du génie. C'est une période de créativité musicale absolument inouïe, qui a donné naissance à des chefs-d'œuvre intemporels. Mais ce sommet artistique a eu un coût personnel et professionnel immense, l'échec de son rêve de cinéma, la rupture avec son groupe historique et un isolement de plus en plus grand. Un sacrifice qui, pourtant, a ouvert la voie à son chef-d'œuvre solo suivant, Sign of the Times. Merci d'avoir exploré avec nous ce moment si crucial de la carrière de Prince. Si cette analyse vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations musicales. À très bientôt.